ni droite, ni gauche, Front National. Nous avons tous entendu ce slogan, nous avons tous scandé ce slogan. Et puis, de l'autre côté, à l'inverse, Emmanuel Macron dit il n'y a plus de droite, il n'y a plus de gauche. D'ailleurs, il se prétend un candidat anti-système. Et puis, du côté de la primaire, de la droite et du centre, le positionnement, même si ce matin il a regretté, d'Alain Juppé, montrait là aussi une grande confusion. Et puis, du côté de la primaire, s'il y a lieu, de la gauche, là aussi, très compliqué. Et on voit que Mélenchon, par exemple, ne veut pas participer à cette primaire en disant que François Hollande n'est plus de gauche, n'est pas de gauche, etc. Il y a donc une grande confusion, savoir qu'est-ce que la gauche, qu'est-ce que la droite aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Parce que ceux qui ont quelques années, un peu comme moi, ceux qui ont quelques années se rappellent, droite-gauche, c'était vraiment une division fondamentale. Eh bien, il s'est passé un événement extraordinaire. Le 9 novembre 1989, le mur de Berlin est tombé. Le mur de Berlin est tombé et en 2 ans, le camp du socialisme réel s'est disloqué, l'Union soviétique a été démantelée, les partis communistes sont devenus résiduels. Vous le savez bien à Marseille, votre quotidien communiste vient de déposer le bilan. Il reste bien sûr un parti communiste important, le parti communiste chinois. Mais est-ce que la Chine est encore un pays qu'on peut considérer comme communiste? C'est un autre problème. Donc, il y a eu cet événement essentiel, cette rupture. Les Américains ont tout de suite compris. Ils ont tout de suite compris, et dès 1990, au nom d'un nouvel ordre mondial, le président des États-Unis de l'époque, George Bush, le père, qui était un homme qui connaissait le monde, lui, a voulu affirmer que ce nouvel ordre mondial, et que ce nouvel ordre mondial serait dominé par une seule superpuissance, et que cette superpuissance serait une hyperpuissance, la seule puissance. Le mot d'hyperpuissance est un mot d'Hubert Védrine. Et donc, est-ce qu'il a provoqué Saddam Hussein? Il y a des gens qui le disent. Est-ce que Saddam Hussein a mal évalué le nouveau rapport de force au niveau mondial? Bref, il y a eu cette guerre du Golfe de 1990-1991 qui avait pour objectif de montrer la puissance des États-Unis d'Amérique. Dès l'année suivante, en 1992, un universitaire américain d'origine japonaise, Francis Fukuyama, sort un livre qui s'appelle La fin de l'histoire et qui a un certain retentissement mondial. En France, il va trouver des intellectuels qui le considéreront comme un génie, par exemple l'ineffable Bernard-Henri Lévy, qui explique que l'histoire est terminée, que désormais nous rentrons dans une époque post-démocratique et que, enfin, comme l'espérait un certain nombre de philosophes allemands, Hegel ou Karl Marx, ont passé du gouvernement des hommes à l'administration des choses. Et ceci a évidemment des implications extrêmement pratiques. Ce qui veut dire qu'il faut désormais que l'économie soit organisée autour du marché et que les marchés soient régulés par des instances indépendantes, telles que par exemple l'OMC, ou, pour aller encore plus loin, par des tribunaux arbitraux, et ce qui était prévu dans le traité qu'on appelle le TAFTA, qui heureusement semble devoir être abandonné avec l'élection de Donald Trump. Donc, deuxième événement important lié à la chute du mur de Berlin, c'est la réunification allemande. François Mitterrand, alors président de la République, était
opposé à la réunification allemande. Dans sa jeunesse, il avait été un disciple de Jacques Bainville. Plus tard, il avait repris la formule de François Mauriac « J'aime tellement l'Allemagne que j'en voudrais 4 à aimer ». Donc il a essayé, il a été à Kiev, a rencontré Gorbatchev, il me semble en décembre 89, mais Gorbatchev était déjà tellement affaibli que ça ne servait à rien. En revanche, les anglo-saxons, américains et britanniques, comme toujours, voulaient au centre de l'Europe une Allemagne forte. Donc, ils poussaient à la réunification de l'Allemagne. Donc, François Mitterrand a cherché un moyen de limiter la puissance de l'Allemagne qu'il craignait. Et là est intervenu un certain nombre de gens qui lui ont suggéré, et dans ces gens, il y avait les deux Jacques, Jacques Delors et Jacques Attali, qui ont dit ben, on va prendre à l'Allemagne sa force, c'est-à-dire son marque, sa monnaie, et comme ça on va resserrer l'Allemagne. D'où, évidemment, ça a conduit à l'euro. Le chancelier allemand Helmut Kohl a dit pas de problème, moi ce que je veux c'est la réunification de l'Allemagne, j'accepte la monnaie unique, mais aux conditions de l'Allemagne. Conditions d'Allemagne, c'est une banque centrale indépendante, la BCE, à qui est interdit toute concertation avec les autorités politiques. Par exemple, la réserve fédérale à Washington, qui gère effectivement le dollar, peut se concerter avec l'administration. Ensuite, la réserve fédérale décide. Mais il y a une concertation préalable. Dans les statuts de la BCE, cette concertation est interdite. Et deuxièmement, le seul objectif de la monnaie unique, c'est la lutte contre l'inflation, et le chômage ne rentre pas en ligne de compte. Seule la lutte contre l'inflation. Donc, nous sommes... L'Union européenne a changé de nature, c'est devenu une modalité du nouvel ordre mondial, une modalité continentale du nouvel ordre mondial. Pour autant, l'histoire ne s'est pas arrêtée, bien évidemment, et d'ailleurs aujourd'hui Francis Fukuyama le reconnaît. En 1996 est paru un autre livre d'un autre universitaire américain, celui-là pas d'origine japonaise, mais comme on dit White Anglo-Saxon Protestant, c'est-à-dire blanc, anglo-saxon et protestant, et qui est professeur à Harvard, qui s'appelle Samuel Huntington, et qui, ce livre est un programme à lui tout seul, il s'appelle Le choc des civilisations. Pourquoi? Parce que, évidemment, la disparition du camp communiste a conduit à l'apparition de nouveaux problèmes. Pour reprendre une formule du philosophe chinois Lao Tzu, le 1 se divise en 2. Alors quel est le 2? Est-ce que précisément c'est la Chine? Ce qui est un vrai problème. La Chine est à la fois le banquier et l'atelier du monde, ou est-ce que c'est le monde musulman? Chacun, évidemment, peut se poser cette question. Mais toujours est-il que l'histoire ne s'est pas arrêtée. Qu'est-ce qui s'est passé alors en 1989? Nous avons changé d'ère historique. Et l'ère historique dont nous sommes sortis, c'est l'ère historique des révolutions, celle qui a commencé le 14 juillet 1789 à Paris. Et là, nous arrivons au cœur de notre sujet. Pourquoi? Parce que dans l'été qui a suivi la prise de la Bastille, dans l'été qui a suivi, à l'Assemblée constituante, lorsque les constituants qui étaient pour les pouvoirs du roi, et notamment pour son droit de veto, se plaçaient à la droite du président de séance, et ceux qui étaient pour maintenir le roi simplement dans un rôle symbolique se plaçaient à la gauche
du président de séance. Et donc, c'est à partir de ce moment-là que droite et gauche ont commencé à prendre une signification politique, qui a, en 2 siècles, évidemment considérablement changé. Le contenu a changé, mais c'est toujours la même chose. La gauche était le parti du mouvement, la droite était le parti de l'ordre, et lorsque la gauche avait épuisé ses idées, la droite les récupérait. Mais avant 1789, droite et gauche n'avaient aucune signification politique. Vous pouvez avoir une signification religieuse, à la droite du père. Et d'ailleurs, encore aujourd'hui, au Parlement britannique, à Londres, la majorité de Sa Majesté, quelle qu'elle soit, se met à droite du Speaker à la Chambre des communes, du Lord Chancelier à la Chambre de Lords, et l'opposition de Sa Majesté se met à la gauche. Alors aujourd'hui, évidemment, ce sont les conservateurs qui sont à droite et les travaillistes qui sont à gauche, mais du temps de Tony Blair, les travaillistes siégeaient à droite. Et à la Chambre des Lords, par exemple, les 2 archevêques et les 24 évêques qui siègent de droit à la Chambre des Lords siègent toujours à droite, puisqu'ils ne pourraient pas être dans l'opposition de Sa Majesté, puisque Sa Majesté est par définition leur protecteur. Donc, on voit bien que la signification politique de droite et gauche est historiquement datée et a joué un rôle considérable pendant 2 siècles, mais n'est pas éternel. Ça n'a pas toujours existé, et donc il n'y a aucune raison pour que ça existe toujours. Alors il faut faire attention, il y a un certain nombre d'historiens depuis 2 siècles, historiens qui peuvent être des historiens libéraux, comme ils peuvent être des historiens marxistes, qui essayent de réinterpréter l'histoire du monde depuis les origines en fonction de droite et gauche. Je prendrai un seul exemple, Luther. En 2017, on va commémorer le 5e centenaire de la réforme luthérienne. Est-ce que Luther était de droite? Est-ce que Luther était de gauche? Je veux dire, il y a des bibliothèques entières qui ont été écrites pour expliquer qu'il était de droite, et d'autres bibliothèques pour expliquer qu'il était de gauche. Mais en réalité, ce n'était pas son problème, c'était autre chose. Donc, je crois qu'il faut se dire, voilà, ce sont des catégories que nous connaissons, mais ce ne sont pas des catégories éternelles. Mais alors, si nous sommes sortis de l'ère des révolutions, nous sommes entrés dans une autre ère historique, et cette ère historique, c'est l'ère de la mondialisation. Qu'est-ce que la mondialisation? La mondialisation, c'est 2 faits objectifs. D'une part, pour reprendre l'expression de l'historien français Fernand Braudel, c'est une seule économie mondiale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, toute la planète est régie par un même système économique avec un transport de marchandises. Et pour reprendre l'expression du sociologue canadien Marshall McLuhan, c'est un seul village planétaire, c'est-à-dire que les informations nous arrivent beaucoup plus vite qu'autrefois, j'allais dire, elles sont même instantanées. J'ai toujours en mémoire un tremblement de terre dans le Pacifique, avec un risque de tsunami sur les îles Salomon. Nous étions abreuvés, c'était il y a 15 ou 20 ans, nous étions abreuvés d'informations sur ce tsunami, qui n'a pas eu lieu d'ailleurs, mais peu importe. Tous, mais qui d'entre nous savait exactement où étaient les îles Salomon, et surtout, il était impossible de prévenir ces malheureux habitants des îles Salomon, parce qu'ils n'avaient pas de radio, parce qu'il n'y avait pas les moyens d'information. Donc, on est bien dans un village planétaire qui est celui de l'ensemble du pays, des pays, je veux dire. De la mondialisation a dérivé une idéologie qui est le mondialisme. Et le mondialisme, c'est quoi? C'est de dire qu'au fond, aujourd'hui, les nations sont dépassées. Aujourd'hui, il n'y a plus besoin de... Au contraire, les nations sont un danger à cause des nationalismes, à cause de la guerre.
et qu'en conséquence, il faut faire disparaître progressivement, voire brutalement, les nations. C'est de dire que les frontières sont des obstacles. Ce sont des obstacles au doux commerce. Hein, le commerce qui devrait normalement, pense un certain nombre d'idéologues, empêcher la guerre. Le commerce mondial s'est considérablement développé à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle. Certains historiens parlent, pour cette époque, d'une première mondialisation. Vous savez où ça s'est terminé? Ça s'est terminé dans la boue de Verdun et dans la boue du chemin des Dames. Donc, le commerce n'est pas du tout quelque chose qui peut favoriser, qui empêche la guerre. Et puis, le mondialisme nous explique que non seulement tous les hommes sont égaux, et nous sommes bien d'accord avec ça, mais au fond, qui sont interchangeables. Qu'il y a une similitude entre tous les individus et que, au fond, on peut aller sans problème d'un pays à l'autre. Donc, le mondialisme conduit à la libre circulation des capitaux, et la libre circulation des capitaux, aujourd'hui, avec l'informatique, ça peut se passer en nanosecondes, c'est-à-dire en millièmes, voire en 10 millièmes de secondes, des millions d'euros, de dollars ou de yens peuvent passer d'un bout à l'autre de la planète, ce qui favorise évidemment les spéculations et les déséquilibres. C'est aussi la libre circulation des marchandises, ce qui conduit évidemment à une concurrence, et notamment à une concurrence déloyale. Qu'est-ce que c'est qu'une concurrence déloyale? Une concurrence déloyale, c'est une concurrence sur les producteurs, c'est-à-dire c'est favoriser le moins-disant salarial, le moins-disant social, le moins-disant environnemental. Nous sommes pour une concurrence saine, c'est-à-dire une concurrence sur les produits. La concurrence sur les produits, c'est-à-dire celui qui fabrique les meilleurs produits technologiques, les meilleurs produits esthétiques, les meilleurs produits de confort, mais ne pas opposer les hommes entre eux, et opposer simplement les produits, ce qui conduit d'ailleurs forcément à une émulation, et donc à un progrès. En revanche, si vous faites une concurrence déloyale, une concurrence sur les hommes, vous allez de plus en plus réduire les salaires, réduire les prestations sociales, et pourquoi pas rétablir le travail forcé, voire l'esclavage. Or, on sait parfaitement que l'esclavage a toujours été a enrichi effectivement des gens, mais n'a jamais permis la progression d'une société. Le dernier grand pays qui a aboli l'esclavage, c'est le Brésil. Que je sache, ce n'est pas pour un des pays les plus riches du monde. Donc, et enfin, il y a la libre circulation des hommes. Et je reviens évidemment parce que c'est un sujet de grande actualité. Il y a depuis très longtemps des travailleurs immigrés. Et les travailleurs immigrés, je ne parle pas des clandestins, je parle des travailleurs immigrés légaux. Ils étaient normalement payés à un même salaire et avec les mêmes charges sociales, je dis bien normalement, que les travailleurs français. Aujourd'hui, vous avez les travailleurs détachés, qui n'ont plus les mêmes charges sociales, puisque les charges sociales sont alignées sur leur pays d'origine et non pas sur la France, sur les charges sociales en France. Ce qui veut dire que les patrons sont conduits à... parce qu'il faut quand même vivre, il faut faire des profits, parce qu'il y a de la concurrence. Donc,
les travailleurs détachés, c'est introduire une concurrence déloyale dans des secteurs qui ne sont pas délocalisables. On ne peut pas délocaliser le bâtiment. Ça, je veux dire, c'est totalement impossible de délocaliser le bâtiment. Donc, on fait venir des travailleurs. C'est ce qu'a inventé l'Union européenne, le travailleur détaché. C'est-à-dire, on crée une concurrence déloyale dans le pays lui-même. Et puis, il y a les migrants. Et les migrants ont bien sûr un objectif, comme on le dit, on le répète souvent, les migrants ont un objectif de faire baisser les salaires, de faire baisser la protection sociale, mais ils ont un autre objectif. Et Henri Guénaud l'explique très bien. Ils ont un autre objectif, qui est de casser les nations. La volonté, c'est de créer des sociétés multiculturelles. Et les sociétés multiculturelles, ce sont des sociétés multiconflictuelles. Avec évidemment, il faut bien comprendre, une société multiculturelle avec des communautés est une société qui ne peut pas être une société démocratique. Je vais prendre quelques exemples. Aux États-Unis, je pourrais expliquer les raisons profondes qui datent de la fondation même des États-Unis, les Noirs sont marginalisés. Ils sont, depuis la fondation même des États-Unis. Et donc, c'est une société basée sur le communautarisme, mais avec des communautés, et notamment la communauté noire, mais ça a été au XIXe siècle la communauté catholique, ça a été même en partie la communauté juive, qui sont marginalisés. En Europe, nous avions encore, il y a un siècle, un certain nombre de sociétés multiculturelles. L'Autriche-Hongrie était une société multiculturelle, avec un pouvoir autoritaire, qui était plutôt un pouvoir débonnaire. François Joseph, c'était plutôt un pouvoir débonnaire. Au moins pour l'Autriche, l'Hongrie, c'était un peu compliqué. Mais vous savez comment ça s'est terminé. Ça s'est terminé très mal pour les Juifs. Ça s'est terminé mal aussi pour les Allemands, parce qu'il y a eu des communautés allemandes dans toute l'Europe centrale, et qui en 1945, en dehors de celle de Roumanie, ont été conduites à partir, parfois dans des conditions pénibles. Voilà, ça s'est très mal terminé. L'Union soviétique était une société multiculturelle. C'était une société autoritaire, je ne dirais pas que c'était une société débonnaire. Je pense que c'était une société plutôt totalitaire. Mais voilà, tant qu'il y avait un pouvoir qui n'était pas un pouvoir démocratique, ça pouvait tenir. Parce qu'il faudrait accepter, dans une société multiculturelle, il faudrait accepter que vos représentants, que votre président de la République, éventuellement, ne soit pas de votre communauté. C'est un peu compliqué. Je rappellerai un petit fait. L'habitude, sous la Troisième République, c'était que le président du Sénat devienne président de la République. Voilà, il était élu par le Congrès à Versailles, ça se passait gentiment. En 1953, le Sénat s'appelait le Conseil de la République, mais peu importe, le président du Sénat était Gaston Monnerville. Gaston Monnerville était né à la Guyane, mais il était d'origine guadeloupéenne. Mais il était sénateur du Lot. Il n'a pas été question de l'élire, président de la République. Il n'a pas été question de l'élire. Il y a eu 13 tours de scrutin, et a été élu René Coty, qui ne mangeait pas de pain, voilà, c'était un brave notable du Havre. Mais, ceci dit, s'ils avaient été intelligents, ils auraient élu évidemment Gaston Monnerville, puisque on était en pleine décolonisation. Vis-à-vis des Américains et vis-à-vis des Soviétiques, avoir un président qui était un président de couleur, puisque c'était les sénateurs du Lot, etc., aurait été évidemment intelligent. C'était pas imaginable, et d'ailleurs ça n'a pas été imaginé.
Alors, aujourd'hui, puisque droite et gauche sont devenus dépassés, ne peuvent plus structurer notre vie politique, quelle est la division politique? Eh bien, d'un côté, il y a les mondialistes. Alors, les mondialistes, qui peuvent être d'ailleurs s'intituler altermondialistes, ceux qui sont d'extrême gauche, ils se disent pour une autre mondialisation. Mais néanmoins, ils nient la nation, ils nient qu'il existe entre l'individu et le genre humain, il existe cet ensemble de collectifs qui s'appelle la nation. Et d'ailleurs, vous voyez bien que quelqu'un comme Cohn-Bendit, aujourd'hui, soutient Macron. C'est-à-dire qu'il y a bien l'ensemble des mondialistes, qu'ils viennent de l'extrême gauche ou qu'ils viennent de la banque Rothschild, peu importe, l'ensemble des mondialistes finissent par se retrouver parce qu'ils ont le même projet, certes avec des nuances parfois, mais ils ont le même projet qui est cette idéologie libérale libertaire. Et puis, face aux mondialistes, il y a les patriotes. Alors, on pourrait avoir une formule facile et dire patriotes de tous les pays, unissez-vous. Et peut-être ce que nous serons amenés à faire avec Madame May, avec M. Trump, on verra. Mais voilà. C'est-à-dire, nous disons qu'il y a effectivement que les hommes sont égaux, mais ils sont différents, ils sont complémentaires, que la richesse de l'humanité, c'est sa diversité culturelle, et que cette diversité culturelle est la base même de ce qui permet à chacun de se retrouver. Marine Le Pen, dans son discours de Fréjus, là, aux universités d'été en septembre, a eu cette formule « Nous sommes pour le multiculturalisme au niveau de la planète, nous sommes opposés au multiculturalisme dans un seul pays. » Il n'y a pas de hiérarchie des civilisations. Bien évidemment, nous préférons la nôtre. Mais c'est normal. Mais il est normal que les autres, qui ont une autre civilisation, préfèrent la leur. On doit coopérer entre toutes les nations. On doit coopérer entre tous les gouvernements, mais il n'y a pas ce magma informe qui est organisé ou désorganisé, je ne sais pas, par le marché. Au contraire, nous devons nous structurer à partir de la nation. Or, il n'y a pas une définition de la nation. Il y a des définitions de la nation. Il y a eu, et ça a provoqué suffisamment de guerre et suffisamment de sang, un débat intellectuel entre deux grands historiens de l'Antiquité, fin 1870, début 1871. Il y avait l'allemand Mommsen et le français Fustel de Coulanges. Et Fustel de Coulanges, en fait, expliquait à son collègue, qu'il connaissait très bien et qu'il respectait, ils se respectaient tous les deux, ce n'était pas le problème. Vous allez annexer l'Alsace et la Lorraine, mais vous n'avez pas consulté ces populations. Nous, 10 ans auparavant, quand nous avons réuni Nice et la Savoie à la France, il y a eu des plébiscites qui ont explicitement dit que les habitants de Nice et les habitants de la Savoie voulaient rejoindre la France. Vous refusez ces plébiscites et vous dites que les Alsaciens et les Lorrains, au moins les Lorrains du Nord, sont allemands parce qu'ils parlent des dialectes qui sont des dialectes de l'allemand, que ce soit l'alsacien ou que ce soit le francique. Et Mommsen disait oui, mais ils sont allemands parce qu'ils parlent des dialectes allemands, il est normal qu'ils reviennent à la mère patrie qu'est l'Allemagne. Bon, voilà, c'est le traité de Francfort du 10 mai 1871, vous savez, l'Alsace-Lorraine, je vous en passe, vous connaissez tout ça, la guerre de 14, et ça a recommencé évidemment en 40 avec l'annexion de l'Alsace-Moselle par le Troisième Reich. Mais alors, nous avons une conception
qui est de la nation, qui est celle de l'identité française et qui prend ses racines à Rome. Nous, notre conception, c'est la Res Publica romaine. Et qu'est-ce que c'est que la Res Publica romaine? Qu'est-ce que c'est que la République? Et c'est ça qui est important. Et c'est ça que nous défendons. La République, ce n'est pas le problème de savoir s'il y a un roi ou une reine, ça c'est parfaitement secondaire. Il peut pas, la forme institutionnelle est secondaire. Ce n'est pas l'Élysée contre Buckingham, qui n'aurait pas grand sens. C'est l'articulation organique entre la citoyenneté individuelle de chacun d'entre nous et la souveraineté collective de notre nation, la France. Et cette articulation, c'est ça qui nous donne à chacun la possibilité à la fois d'être pleinement citoyen et pleinement un individu libre. Mais on ne naît pas citoyen. Vous me permettrez de paraphraser Simone de Beauvoir et de dire on ne naît pas citoyen, mais on le devient. Et on le devient parce que, contrairement à ce que a pu écrire Jean-Jacques Rousseau, l'homme n'est bon et la société le déprave, l'un des plus vieux auteurs latins, Plaute, écrivait, lui, Homo hominis. L'homme est un loup pour l'homme. Voilà, Homo hominis est, l'homme est un loup pour l'homme. Et qu'en conséquence, il faut que l'homme soit instruit, il faut que l'homme soit éduqué. Et c'est pour cela qu'est indispensable dans la République l'école. L'école est plus qu'un service public, c'est un service organique de la République. C'est le service qui institue le citoyen, d'où le beau mot d'instituteur. Évidemment que c'était un très beau mot, instituteur, les socialistes l'ont largué, ça va de soi. Les hussards noirs. C'était exactement ce que disait Pély, les hussards noirs de la République. C'est eux qui forment effectivement, qui donnent un sens à la citoyenneté. Et en apprenant la langue, et en apprenant ce que j'appellerais, ceux qui ont vu le débat hier soir, je crois qu'ils en ont un peu, les deux duettistes, là, ils en ont un peu parlé, non pas le récit national, mais dans le primaire, c'est pas un récit, c'est un roman qu'il faut, c'est le roman qu'il faut, alors, il faut y mettre Vercingétorix, Clovis, Roland, Jeanne d'Arc, etc. C'est des images épinales, et c'est ça qui fait les bons Français. C'est ceux qui auront appris à l'école primaire qu'ils sont français, et quelles que soient leurs origines, ils peuvent avoir une grand-mère de ceci ou une grand-mère cela, ils sont français parce qu'ils sont citoyens français. Et nous devons donc nous battre pour retrouver ce sens même de la République, ce sens même des racines romaines de la France. Moi, la formule nos ancêtres les Gaulois, dont on peut expliquer l'origine sous la Troisième République, je préfère de beaucoup nos ancêtres les Romains. Voilà, nous sommes les descendants de Rome, peu importe la biologie, c'est pas très important, mais la culture, ça c'est essentiel. La langue, ça c'est essentiel. Nous sommes les descendants de Rome, et c'est à Rome même que nous prenons nos racines. Alors, nous ne nous faisons pas beaucoup d'illusions. Nos compatriotes, nos concitoyens sont encore formatés, sont encore imbibés de droite-gauche. On le voit bien, la campagne de François Fillon se veut une campagne de droite, ou la campagne de Mélenchon se veut une campagne de gauche, et Hollande, qui sera probablement candidat, peu importe, que ce soit lui ou que ce soit Valls, se réclameront à gauche. Bon, bien évidemment, et cette division restera parce qu'elle a profondément imprégné nos esprits, imprégné notre culture pendant des siècles. Mais il faut savoir qu'en dehors de sa réalité, que je qualifierais de subjective,
elle a perdu sa pertinence objective. Est-ce que, pour autant, il faut désespérer? Non, car que voit-on? On voit que ce que l'on pourrait appeler le centre de l'Empire, la Grande-Bretagne, avec le Brexit, les États-Unis, surtout les États-Unis, avec l'élection de Trump. Il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui se passe. Et je ne sais pas si vous avez vu cette carte, qui à mon sens est la carte essentielle des élections américaines, pas la carte de la majorité par État. Elle est évidemment extrêmement importante, puisque, comme vous le savez, dans tous les États, sauf deux, le Maine et le Nebraska, le candidat qui a obtenu la majorité emporte tous les grands électeurs. Mais il y a une carte sociologiquement, électoralement encore plus importante, c'est celle par comté. Et là, vous voyez que, puisque c'est la couleur des républicains, les États-Unis, c'est une immense tache rouge, avec, pour quelques grandes villes, la côte, et puis la côte pacifique de la Californie, ici ou là, Chicago, et puis évidemment la côte Est, c'est du bleu, puisque c'est la couleur des démocrates. C'est-à-dire que les États-Unis profonds, les États-Unis des oubliés, les États-Unis de ceux qui ne profitent pas de la mondialisation, a voté pour Trump. Un chiffre, un peu plus. 1%, il y a 40 ans, 1% des Américains possédaient 25% de la richesse nationale. Aujourd'hui, 1% des Américains possèdent 50% de la richesse nationale. Une comparaison, aujourd'hui. 1% des Indiens de l'Inde possèdent 56% de la richesse nationale. C'est-à-dire que les inégalités se sont accrues de façon exponentielle aux États-Unis, au point de peut-être, les niveaux de richesse des deux pays évidemment sont très différents et le nombre d'habitants aussi, mais au point de rejoindre d'une certaine façon les inégalités en Inde. Et c'est ça qui explique cette révolte de l'Amérique profonde et le vote qu'ils ont pu faire. Parce que, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'avec la chute du mur de Berlin, avec la disparition du camp communiste, le système n'avait plus de garde-fou. La peur du rouge conduisait le système à prendre quand même un certain nombre de précautions. Prenez un cas, le Parti socialiste. Après la chute du mur de Berlin, ce grand responsable socialiste, Laurent Fabius, disait on devrait être le parti à 40%. Oui, camarades, ça c'est en tes rêves. Parce que la réalité, jusqu'alors, les partis socialistes disaient au système bancaire, financier, etc., donnez un peu aux salariés, donnez un peu aux ouvriers, donnez un peu aux employés, parce que sinon ils vont voter communiste, parce que sinon, etc., etc. Et le système, je disais, bien sûr. Et donc il y avait cette tractation. À partir du moment où pas la crainte de Dieu, mais la crainte du rouge n'existait plus, il n'y avait plus de voie de sagesse. Et en conséquence, on est allé vers cette explosion des inégalités. Et regardez le programme de François Fillon, c'est un programme de casse sociale. Il pense qu'on peut revenir sur tout ce qui a été obtenu d'une façon ou d'une autre depuis sûrement 70 ans, et peut-être même au-delà. Alors évidemment, il l'a élu avec des bons mots, etc. Mais c'est bien ça qui est en cause. C'est-à-dire que François Fillon est le candidat de la régression sociale, mais d'une certaine façon, s'il accepte les normes de la mondialisation, il est bien obligé en même temps d'imposer cette régression sociale à la France. Donc,
c'est cette opposition que nous devons, et c'est ça qui va être compliqué dans l'élection présidentielle qui arrive, c'est qu'il y aura à la fois dans les mentalités cette division droite-gauche qui perdure d'une certaine façon, et il y aura des enjeux véritables qui seront les enjeux de la mondialisation. Est-ce que nous acceptons la mondialisation, point, ou est-ce que, oui, bien sûr, il faut commercer, oui, il faut coopérer, mais nous nous protégeons par des frontières, nous nous protégeons en n'obéissant pas à la Commission européenne, nous nous protégeons parce que nous voulons que nous, Français, nous soyons un peuple souverain qui décidons nous-mêmes ce que nous devons faire. C'est ce que les Anglais ont fait et c'est ce que nous devons faire.